Voilà, donc bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous au nom de la Commission de l'environnement de l'Université de Lausanne qui organise cette série de séminaires interfacultaires en environnement. Et donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette année ce cycle de conférences sur le thème l'environnement en temps de crise. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le concept en fait de ces séminaires interfacultaires, ils sont donc organisés par cette commission de l'environnement qui est vraiment l'organe qui choisit le thème de la conférence de l'année, enfin de la série de conférences. Et donc la commission a choisi ce thème cette année. Alors il s'agit à la fois d'un cours pour les étudiants, mais aussi d'un cours public et donc ouvert à tous et à tous, ce qui explique aussi le grand nombre de personnes qui sont connectées ce soir. Malheureusement, en ligne cette année, comme l'année passée, pour les raisons qu'on connaît tous, on espère beaucoup qu'on pourra à l'avenir, dès l'année prochaine, revenir à un mode présentiel avec nos fameux apéritifs en fin de conférence. Alors, je vous encourage à rester connectés sur ces séminaires et j'espère peut-être pouvoir vous voir en présentiel l'année prochaine, voire en cours de semestre, mais je suis assez pessimiste sur cette deuxième option. Donc ces cycles, ils comprennent en général un certain nombre de conférences, en général environ 8, déclinées sur le thème choisi et ensuite dans les différents, selon les intérêts en fait des différentes facultés de l'Université de Lausanne, qui sont représentés dans la commission par un membre par faculté. Et donc on essaye d'avoir vraiment une approche interdisciplinaire, multifacultaire, sur des thèmes qui, cette année, sont l'environnement en temps de crise, mais étaient, par exemple, les années précédentes, le numérique et l'environnement, l'alimentation, les micro-organismes, les animaux ou bien les mondes de demain. Et puis encore bien des sujets précédemment, puisque cette commission existe depuis bien longtemps à l'Université de Lausanne. Alors j'espère que le thème de cette année va vous intéresser, qu'on va vous avoir tout au long de ces conférences et que ce sujet vous interpellera et provoquera de bonnes discussions après les conférences. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'au terme de la conférence, en général, on a un cycle de discussions et de questions et qui peut durer un certain temps. Donc on vous encourage vraiment à garder vos questions pour ce moment-là et participer à cette discussion. Voilà, donc je crois que pour ce qui me concerne, j'ai dit l'essentiel. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le cycle, sur la page web du cycle séminaire. Vous pouvez taper séminaire, interfacultaire en environnement sur les pages de l'UNIL et vous tomberez dessus. Et sans attendre, je crois que je passe la parole à Anne-Christine Favre, qui est professeure à l'université et qui va être la modératrice ce soir de cette conférence, qui est d'ailleurs aussi membre elle-même de la commission de l'environnement. Donc Anne-Christine. Merci Antoine. Et c'est avec plaisir que l'on ouvre ce cycle cette année avec une séance sur les ressources minérales dans la transition entre crise et durabilité, présentée par Madame Marie Forget et Magali Rossi. Quelques mots sur nos interlocutrices. Madame Forget est maître de conférences en géographie. Elle est géographe de formation et ses thèmes de recherche sont la territorialisation des activités extractives dans les territoires de montagne autour du nexus eau-mine-énergie. Elle a également comme axe de recherche les spécificités des territoires de montagne dans les transitions énergétiques. Et ces terrains de recherche se situent principalement dans les Andes et les Alpes. Madame Rossi est maître de conférences en sciences de la Terre, elle est géologue de formation. Elle a comme axe de recherche la formation des minéralisations dans la perspective d'un intérêt économique ou non dans les chaînes de montagne. Elle est également intéressée par les contaminations et les transferts des métaux dans l'environnement sur les sites miniers anciens et abandonnés. Pour avoir parcouru quelque peu les slides que l'on va nous présenter, je crois qu'on a vraiment une perspective absolument actuelle et intéressante qui concerne les ressources minérales et l'approche, un peu comme on le fait également en matière énergétique, va consister à entreprendre la question des besoins et leur évolution dans notre société en transition,
Il s'agit également d'approcher les chaînes de production et leurs impacts à l'échelle globale et sur le long terme, et au final, tenter des perspectives de proposition d'usage et non pas d'exploitation, hein, d'usage plus durable. Et donc, on se réjouit vraiment de vous entendre. Je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui vais commencer la présentation. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, cette présentation sur les ressources minérales dans la transition entre crise et durabilité, comme vous venez de le dire, on va essayer d'aborder beaucoup de questions différentes et c'est la richesse d'une approche interdisciplinaire. Mais du coup, on ne rentrera pas beaucoup dans les détails. Donc, on a pensé à vous. On vous a mis les références dont sont issues la plupart des illustrations en bas de diapo et vous avez la liste des références complètes en fin de diaporama. Donc, en guise d'introduction, nous allons, si j'arrive à changer de slide, nous projeter un petit peu vers l'avenir et regarder l'évolution des besoins en matière minérale jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces deux figures, pour commencer, nous permettent de voir que la production des matières minérales a connu une croissance exponentielle depuis un siècle, que ce soit aussi bien sur le ciment que sur la fonte, qui sont visibles sur la figure de gauche, qui sont notamment associés au phénomène d'urbanisation, ou que ce soit sur l'ensemble des métaux que vous avez en agrandi sur la figure de droite, donc l'aluminium en bleu, le cuivre en violet, le plomb en rouge, le zinc en bleu, qui est donc un agrandi de cette part infime qui est sur la figure de gauche. Donc cette croissance exponentielle est liée à la fois à la croissance démographique, donc la courbe jaune que vous avez sur la figure de gauche, oui, qui va s'accompagner également au niveau mondial d'une augmentation progressive du niveau de vie moyen et du développement industriel et économique. Donc, c'est ce qui est représenté par l'augmentation du PIB et aussi par l'urbanisation progressive avec des pointillés jaunes et donc des nouveaux besoins. Donc, toutefois, les pays ne montrent pas le même niveau de développement. Et selon la théorie de Rostov, et c'est la figure du milieu, il existe plusieurs étapes dans la croissance économique, dont l'aboutissement ultime est la consommation de masse qu'ont atteint un certain nombre de pays occidentaux depuis les années 20. Donc, en noir, c'est ce que vous avez, les bâtonnets en noir sur la figure. Quand d'autres, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, sont entrés dans cette phase il y a une vingtaine d'années. Au-delà de ces pays-là, il y a aussi un grand nombre de pays dits en développement ou des pays qu'on appelle les pays les moins avancés, qui en sont aux premières étapes de ce développement qui est présenté, alors qui est beaucoup critiqué, on ne rentrera pas dans le détail, mais qui est présenté de manière très linéaire. Ce qui est à souligner, et ce sera la figure de droite, sur des échelles logarithmiques, où vous avez les habitants de ces pays les moins avancés qui sont représentés en rouge, qui sont 6 fois plus nombreux que les habitants des pays les plus développés, qui consomment beaucoup moins de métaux dans leur manière de vivre et puis dans les services qu'ils ont, mais qui aspirent à ce même niveau de vie et de consommation. Donc, pour le coup, on va avoir une augmentation à la fois des besoins, c'est-à-dire en quantité, mais aussi on va avoir au fur et à mesure de l'augmentation du niveau de vie une diversité de métaux. Donc, sur la figure de droite, vous avez ce phénomène qui est représenté, donc les premières phases de développement économique qui vont consommer plutôt du fer et des ferroalliages comme l'acier, les fontes, qui vont alimenter les processus d'urbanisation, de développement industriel, de réseaux de transport. Puis, progressivement, viennent des besoins en métaux dits de base comme le cuivre, le zinc, le plomb, l'aluminium, et en plus, qui vont s'additionner à ce fer et ces ferroalliages pour le développement notamment des transports, que ce soit le train, les voitures, des produits électroménagers, on en a tous, hein, les cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle et j'en passe. Et enfin, la dernière étape, si on puisse dire comme ça, c'est le développement de l'aérospatial, de la high-tech, du multimédia, des énergies renouvelables, avec des nouveaux besoins qui apparaissent et qui vont inclure des métaux mineurs, des métaux qu'on dit aujourd'hui critiques et des terres rares dont on parle beaucoup. Donc, à la fin face à cette croissance exponentielle des ressources qui sont finies, puisque c'est des ressources de stock, le Club de Rome, à travers le rapport Meadows, a lancé les premières alertes qui montrent
sur la courbe que vous avez à droite, que les projections et les modélisations qu'ils avaient proposées dans les années 70 avaient capté les grandes tendances, puisque les pointillés sont les modélisations et les courbes pleines sont ce qu'on observe actuellement. Puis progressivement, face à cette prise de conscience, est développée la notion de développement durable dans les années 90, je vous fais très très vite, hein, notion qui a été remplacée progressivement dans les années 2010 par celle de transition qui se veut un petit peu plus opératoire que celle du développement durable. Alors la transition, ce soir, on va l'entendre de manière très large, hein, ça va être le passage d'un état à un autre, en essayant de repenser, qui va inviter à repenser les systèmes sociotechniques actuels en réfléchissant sur des scénarios qui sont d'abord des scénarios sobres, des scénarios efficaces, des scénarios aussi basés sur des énergies qui sont renouvelables. Et c'est le schéma que vous avez en bas à gauche, qui est le schéma du scénario négawatt. Donc, vous voyez, hein, la partie orange, c'est ce qu'on peut économiser avec la sobriété, l'efficacité de la demande et l'efficacité de l'offre, donc à la fois des comportements et des technologies. Et puis, le remplacement progressif de toutes les teintes bleues et violettes qui sont des énergies fossiles par des renouvelables électriques. Donc, ce cadre général étant posé, avant d'aller plus loin, nous, on souhaitait vous faire participer un peu et puis vous proposer de répondre à quelques questions. Donc, avant qu'on lance le sondage, l'idée, c'est vraiment de répondre par instinct, sans réfléchir, pour que nous, on puisse aussi prendre conscience de votre ressenti sur les enjeux liés au développement et aux ressources minérales. Et du coup, je te laisse la main, Magali. Oui. Donc, je lance un premier sondage actuellement. Donc, merci d'essayer de répondre assez rapidement pour ne pas avoir à réfléchir, comme on disait, la première réponse qui vous vient à l'esprit. Donc là, vous avez une série de 3 questions normalement. J'espère que vous les voyez. Vous les voyez ou pas? Ouais, c'est parti. Oui. Donc, on va vous laisser une petite minute pour y répondre avant de regarder les résultats. Alors, on atteint pas loin des 80% de réponses, donc je vais laisser encore une dizaine de secondes avant de mettre fin à ce premier sondage. Alors, je vais mettre fin au sondage. On a 85% de répondants. C'est déjà assez significatif. Et je vais vous partager les résultats. Donc, vous êtes une grande majorité à considérer que la transition est inévitable. Vous êtes tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Concernant l'alternative des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques, là, on a plutôt une majorité de gens qui n'est pas d'accord ou pas du tout d'accord. Donc, c'est assez surprenant, en tout cas pour moi. Et je considère que les énergies renouvelables sont une bonne alternative aux énergies fossiles. Là, vous êtes une grande majorité à être plutôt d'accord, voire tout à fait d'accord. Là, on n'est pas trop surpris, on va dire, du résultat qui est présent ici. Alors, on va essayer de garder ces résultats en tête pour après aussi la discussion et ce qui va suivre. Alors, je vais vous lancer un nouveau sondage rapidement également. Donc là, vous n'avez que 2 questions. Pareil, essayez de répondre du tac au tac sans réfléchir. Là, vous pouvez choisir pour la première question plusieurs réponses. Je ne sais pas si on voit le sondage. Si, on le voit, Magali. Enfin, moi, je le vois. Ouais. Alors, ça y est, les réponses arrivent.
Alors, je vais laisser encore une dizaine de secondes pour les derniers retours. Derrière véhicule électrique, c'est tout type de véhicule électrique, qu'il soit individuel ou commun, transport en commun, pour répondre à une question qui était apparue. Alors, je vais terminer, on est à 90% de taux de réponse, donc je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez dans les résultats que vous êtes une grande majorité à considérer qu'il faut aller vers une décroissance et diminuer, si ce n'est arrêter, les exploitations des ressources naturelles. Une grande majorité également pour favoriser le recyclage. Pour les projets miniers, vous êtes une grande majorité qui serait plutôt défavorable de manière globale à un projet minier à proximité de chez vous. Pour une autre majorité, ça dépendrait des détails du projet. Et enfin, vous êtes également une grande majorité à être contre un projet d'exploration minière qui aurait été autorisé à proximité de chez vous. Donc, je ne vous cache pas que ces résultats-là ne nous surprennent pas vraiment, mais c'était bien de voir, de le mettre en avant. Alors, rapidement également, on va faire un troisième et dernier petit sondage. Alors, effectivement, les résultats peuvent être biaisés par les questions aussi sont orientées et le public. Mais là, c'est vraiment le ressenti des gens. Attendez, pardon, c'est pas le bon. Il faut que je lance l'autre sondage. Donc, celui-ci, vous n'avez que 2 questions. Donc, c'est un peu en lien avec le questionnaire précédent. Donc, les réponses sont multiples également. Alors, je vais laisser encore une petite dizaine de secondes avant de clore le sondage. La majorité des gens ont répondu. Là, ça se stabilise. Alors, je vais mettre fin au sondage et vous partager ici les résultats. Donc, sans surprise, bien évidemment, les principales raisons qui feraient que vous seriez contre le développement d'un projet minier à proximité de chez vous, c'est la dégradation de l'environnement et les impacts notamment sanitaires et autres. Alors, évidemment, on aurait pu faire une liste à l'après-vert plus longue. Et les principales raisons qui feraient que vous seriez favorable au développement d'un projet minier seraient pour avoir des circuits plus courts pour une majorité d'entre vous. Après, vous voyez que les réponses sont un peu plus réparties entre les créations d'emplois et puis les retombées économiques, qui est loin d'être majoritaire d'ailleurs, et la réindustrialisation. Donc voilà toutes des questions en fait qu'on va essayer de discuter et d'aborder avec vous dans cette présentation et sur lesquelles on pourra revenir après la présentation dans notre discussion. Donc je vais arrêter le partage d'écran et Marie, tu vas pouvoir poursuivre la présentation. Pour prendre la parole. Alors, je suis assez d'accord avec le commentaire sur le biais, effectivement, ne serait-ce que le fait que vous soyez tous réunis pour cette conférence montre qu'il y a déjà un biais dans les réponses. Du coup, on va s'intéresser dans cette partie aux besoins en métaux dans un monde en transition. Alors, ça, c'est un graphique qui représente la quantité de béton, d'acier, donc ça se lit A, B, C, D, de béton, d'acier, d'aluminium et de cuivre qui est nécessaire pour produire 1 mégawatt à partir de différentes sources d'énergie.
Donc, ce qu'on peut lire sur ces graphiques, c'est que déjà, pour produire de l'énergie, le premier constat, c'est qu'il va nous falloir des matières minérales et des métaux, et pas peu. Et le deuxième constat, c'est que globalement, les énergies renouvelables sont plus gourmandes en matière minérale. Donc, l'hydroélectricité, si on la compte comme une ressource renouvelable, ça dépend des pays, hein, consomme plus de béton. Les centrales à concentration consomment plus d'acier. Le photovoltaïque, qui est marqué PV. Alors, les centrales à concentration, c'est CSP sur la figure. Le photovoltaïque, donc PV sur la figure, et l'éolien consomment le plus de métaux de base, comme le fer, l'aluminium et le cuivre, et des métaux qu'on peut appeler critiques. Donc, hop. À la fabrication des dispositifs de production d'énergie, donc là, je vous ai parlé surtout des dispositifs qui vont capter les énergies. Donc, le panneau, l'éolienne, s'ajoute aussi une demande supplémentaire qui est liée au mode opératoire de ces énergies, puisque pour gérer le double foisonnement, à la fois l'intermittence de la production et l'intermittence de la consommation, les systèmes sont de plus en plus intelligents, alors je mets des guillemets, hein, qu'on appelle les smart grids, les smart metering, et ils sont également plus connectés. Alors, comme le disent David et Koch, smart is not smart enough, parce que ces systèmes sont aussi gourmands en ressources de matières minérales et de matériaux critiques, ce qui est montré dans le tableau. Et donc, ça pose un certain nombre de questions au regard de leur extraction et de leur consommation. Alors, la focale, elle est souvent mise dans les médias sur ces matériaux critiques, notamment autour des terres rares. On en entend beaucoup parler, mais en fait, ce qu'il faut, en ordre de grandeur, bien se rendre compte, c'est que finalement, le gros de la demande, ça concerne aussi et surtout des métaux de base comme le cuivre, l'aluminium, qui sont essentiels à la production des dispositifs de production, mais aussi beaucoup pour le transport de l'énergie produite, grâce notamment à leurs caractéristiques, hein, leur conductivité thermique et électrique, la résistance à la corrosion et aussi leur coût qui est assez bas finalement sur le marché. Donc, pour vous faire une petite idée, la demande en cuivre augmente entre 275 et 350% en 2050. Et ce qui est assez intéressant dans ces projections, dans ces scénarios, c'est que la demande la plus importante dans les différents scénarios, c'est pas le scénario du business as usual, c'est-à-dire en priorisant le marché, etc. Mais le scénario le plus consommateur en cuivre, c'est le scénario de transition vers un monde plus équitable. Donc, pour le cuivre, en fait, dans ces scénarios, on se rend compte que la capacité de production dépasse la capacité de production est dépassée par la demande à partir de la moitié du 21e siècle. Alors, au-delà de la seule production énergétique, il vient aussi se rajouter d'autres choses qui sont prises en compte dans cette transition énergétique, qui va aussi mettre beaucoup l'accent sur la mobilité. Donc, les véhicules électriques sont présentés comme une des solutions capables de répondre aux problèmes environnementaux tout en préservant, et c'est aussi ça qui est important, la capacité à se doter d'un véhicule individuel. Donc, les études montrent que les véhicules électriques nécessitent beaucoup plus de métaux que les véhicules thermiques. Alors, à modèle égal, l'étude a été menée sur le segment C de SEAT, qui montre que le modèle électrique demandera 1200 kg de métaux, alors que le modèle thermique n'en demandait que 800. Cette augmentation de plus de 50% en fait de ces métaux, elle s'explique tout simplement, enfin surtout par les circuits électriques et l'électronique de ces voitures. Donc, quasiment tous les métaux dans le tableau voient leur masse augmenter, mais il y a une augmentation bien plus forte pour les terres rares, le cobalt, le lithium qui sont présents dans les batteries, mais également, on a une augmentation assez forte des métaux de base. Et cela sans parler de tous les réseaux qu'il faut construire pour alimenter cette flotte de voitures électriques. Donc, dans le cadre de la transition, la demande explose pour certains métaux et compte tenu de la production actuelle, cela peut aboutir à des tensions sur l'approvisionnement. Donc, les terres rares, comme le tantalum, le scandium, tous ceux qui sont encadrés en rouge sur le tableau, c'est des demandes qui sont nettement supérieures à la production et donc sur lesquelles les marchés, il va y avoir une assez forte tension.
Qui dit tension dit augmentation des prix, qui dit augmentation des prix dit spéculation. Donc, des mécanismes aussi qui vont s'inscrire dans les territoires. Pour les métaux comme le cobalt ou le germanium, on devrait subvenir aux besoins, c'est-à-dire qu'on est assez proche en termes de production et de demande. C'est le niveau orange. Par contre, pour le gallium, l'argent, le cuivre, etc., on est avec des demandes qui sont très inférieures à la production à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à les dépasser avec les nouvelles demandes. Donc, cette forme de tension, elle va aussi également induire un changement dans les formes d'exploitation, avec aussi une exploitation qui va se faire sur des minerais de teneur de plus en plus faible, ce qui va avoir un certain nombre de conséquences. Une autre porte, on va enfoncer une porte ouverte, mais je pense que c'est nécessaire de le dire, sans énergie, pas de ressources minérales, et sans ressources minérales, pas d'énergie. Donc, en fait, on a vraiment un nexus qui se met en place, sachant que, ce que je vous disais, on va exploiter des gisements avec des teneurs de plus en plus faibles. Donc, on va avoir besoin, et c'est ce que montrent ces graphiques, c'est que plus votre teneur est faible dans un gisement, plus vous allez devoir injecter de l'énergie pour pouvoir extraire ce minerai. Donc, il faut savoir que l'industrie minière, c'est un des secteurs industriels les plus énergivores et donc, par voie de conséquence, ceux qui contribuent le plus aux émissions mondiales de CO2. Juste pour vous faire une petite idée, la demande d'extraction, la demande énergétique pour l'extraction du cuivre en 2050, ça représente un petit peu moins que 2,5% de la demande énergétique globale. Donc, la question des ressources minérales et de l'énergie, elles sont intimement liées et souvent on les dissocie, mais on ne devrait pas. Ce qui nous amène en fait à essayer de retracer un petit peu à l'échelle mondiale la demande et l'offre qui vont s'inscrire dans des chaînes globales de production qu'on appelle des GPN, des Global Production Network. Et le fait de reconstruire ces chaînes de production, ça va permettre de comprendre les interactions sociales, spatiales, temporelles entre matières premières et parties prenantes, que ce soit les entreprises, les États, les populations civiles, etc. Et ça permet de lire aussi un certain nombre de relations de pouvoir qui s'inscrivent à l'échelle globale géopolitique, mais aussi à l'échelle des territoires. Donc, un exemple qui est assez facile à trouver, c'est celui d'un téléphone portable, mais c'est assez similaire aux dispositifs connectés pour gérer les réseaux intelligents. On se rend compte qu'en fait, chaque métal provient de zones géographiques différentes, donc qui s'inscrit dans un système hyper mondialisé, avec des transferts de matières premières qui aussi consomment de l'énergie, entre des zones d'extraction, des zones de raffinage, des zones de transformation et de production en produits finis et des zones d'utilisation des produits transformés. Donc, la géographie de l'extraction, elle va se répartir. Alors, cette carte, elle est un petit peu piège. Vous avez en fond de pays, en aplat de couleurs, le rouge et le gris de différentes teintes, c'est la quantité d'entreprises exploitantes, qui n'exploitent pas forcément à l'endroit, qui exploitent n'importe où dans le monde. Et par-dessus, vous avez les petits pictogrammes sur la production mondiale de métaux et de données énergétiques de base. Donc, on se rend compte en fait qu'on a un certain nombre de gisements historiques en métaux de base plus le fer qui ont des activités importantes qui se poursuivent en fait dans ce qu'on appelle le nord global, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, l'Australie. On appelle ça les pays occidentaux ou développés, industrialisés, vous les appellerez comme vous voudrez. Et en termes relatifs, on se rend compte que les tendances montrent que les investissements miniers, en fait, s'inscrivent beaucoup plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle le sud global, c'est-à-dire que les pays du Nord vont investir, les pays du Nord plus la Chine, vont investir dans les pays du Sud du fait de caractéristiques économiques aussi. On a pas mal de réformes macroéconomiques et sectorielles. Et puis aussi, on a un durcissement des normes environnementales et, comme l'a bien montré le sondage, une acceptabilité qui est beaucoup moins importante dans les pays du Nord pour les projets miniers. Donc, cette croissance dans les pays du Sud, elle a été géographiquement inégale, avec une grande part des investissements, quasiment un tiers, va se concentrer en Amérique latine, donc au Chili, Bolivie, Pérou, Brésil, qui sont des grands pays miniers historiques, mais aussi avec des nouveaux fronts, entre guillemets, par exemple l'Argentine,
pour le lithium, et des investissements auxquels on s'ajoutent les extractions africaines, l'Afrique du Sud, qui lui aussi est historiquement un pays minier, mais aussi des nouvelles exploitations comme en République démocratique du Congo. Donc, on va reproduire en fait des rapports de domination nord-sud avec quelque chose, enfin, ça bouleverse pas tellement la géographie de l'extraction. La seule chose qui a vraiment changé, c'est la diplomatie des ressources qui est mise en place par la Chine, puisque la Chine est à la fois un pays minier très important qui a beaucoup d'exploitation sur son sol, mais aussi un investisseur féroce dans beaucoup de grands projets, particulièrement en Amérique latine et en Afrique. Donc, assez rapidement, pour illustrer la chaîne globale du lithium, alors c'est très difficile de retracer les flux entre les différents points, puisque vous allez avoir différentes formes de lithium. Le lithium qu'on extrait, enfin c'est vrai pour tous les matériaux, hein, le lithium qu'on va semi-raffiner, raffiner, les produits finis, etc. Donc, il y a une concentration spatiale de 3 nœuds dans ce GPN. On va avoir une extraction et une semi-transformation principalement entre l'Amérique latine et ce qu'on appelle l'Australasia, entre la Chine et l'Australie. C'est 90% de la production de lithium mondiale. L'Asie va concentrer la production de tous les dérivés de lithium, donc la première étape de la chaîne. Et ensuite, l'Asie, les États-Unis et l'Union européenne, depuis peu, vont s'inscrire plutôt dans la fabrication et la vente de dispositifs à base de lithium, pour que ce soit pour l'électronique ou pour la mobilité, avec 75% quand même de la production de batteries qui sont tenues par la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Très rapidement, ça c'est l'exemple avec les flux pour le cobalt. Donc là, on le lit très très bien, hein, avec un nœud d'exploitation dans la République démocratique du Congo, et puis des flèches qui vont directement vers la Chine pour ensuite être redistribuées à l'ensemble du monde. Donc cette structure de GPN, ça montre vraiment la centralité de la République démocratique du Congo, de la Chine, au sein de cette filière du cobalt. Avec ces différents flux qui partent, avec des problèmes qui sont associés, hein, mais ça, on y reparlera un petit peu plus tard, des problèmes de conflits armés et donc de monopole de production de cette ressource. Je te cède la parole, Magali. Oui. Donc Marie a bien présenté les enjeux de mondialisation liés aux exploitations minières. Donc, on va regarder maintenant un peu plus dans le détail ce qui se passe au niveau des zones d'exploitation et quelles sont justement, c'est quoi en gros une mine et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe sur une mine proprement dit. Alors, pour avoir une mine, il faut évidemment qu'il y ait avant tout des minéralisations d'intérêt économique. Et ces minéralisations, eh bien, il faut qu'elles se forment par des processus géologiques qui vont permettre de concentrer suffisamment les métaux pour qu'on puisse les extraire de manière rentable. Donc, toutes les roches ne constitueront pas des minerais, il faut qu'elles soient suffisamment enrichies en métaux. Donc, vous avez ici quelques photos qui vous illustrent différents types de minerais d'intérêt économique, avec des minerais de type phylonien, par exemple pour le cas du plomb-zinc au Maroc, des minerais plutôt sous forme de couches sédimentaires qui vont être très étendues, comme par exemple le fer de Mauritanie, et puis il existe des minerais où la minéralisation va être un peu plus disséminée. Diapo suivante. Sur en fait ces différents types de minerais, ils se mettent en place par des processus donc géologiques qui vont être très diversifiés et qui se mettent en place dans des contextes géologiques très variés qui sont représentés sur la figure de gauche par les différents points rouges. Quels que soient les processus mis en place, les processus de formation de ces minéralisations sont plutôt longs, on va dire au minimum quelques centaines d'années, mais plutôt quelques milliers d'années, voire quelques millions d'années pour former les gisements, ça va dépendre de leur nature. Et de la même manière, ces processus, vous voyez que certains se mettent en place à la surface, mais qu'il y a de nombreuses minéralisations qui se forment plutôt en profondeur, à quelques kilomètres de profondeur. Ça veut dire que pour trouver un gisement, eh bien, il faut déjà que celui-ci soit plutôt proche de la surface
et que donc ces roches formées en profondeur soient revenues à la surface par les processus de tectonique et d'érosion. Donc, vous voyez que ça s'inscrit pour pouvoir en fait exploiter un gisement aujourd'hui. Il a fallu que cette minéralisation se soit formée il y a plusieurs millions d'années en général. En titre comparatif, la durée de vie d'une mine, la durée d'exploitation d'une mine est variable selon les métaux, mais est plutôt autour de 30 à 50 ans en moyenne. Alors, pour trouver un gisement, il faut d'abord faire de l'exploration. Cette exploration, elle a pour but d'identifier des cibles intéressantes où on va chercher des minéralisations et où on va essayer d'estimer en fait la quantité de minerais présente dans la région pour voir si on peut ou pas avoir une exploitation rentable. Alors, ces différents types d'exploration, l'exploration s'étale sur plusieurs années et elle se fait d'abord à une échelle régionale à l'aide de méthodes notamment basées sur la géophysique ou sur la géochimie, où on va viser en fait à mettre en évidence des anomalies dans les propriétés géochimiques ou dans la teneur en éléments chimiques des roches. Une fois ces anomalies établies, on va resserrer l'analyse sur des zones plus fines avec des approches de terrain où on va à la fois faire des cartographies et de l'échantillonnage pour essayer de voir l'étendue des zones minéralisées, pour voir leur teneur, d'une part à la surface par l'approche de terrain, et puis dans un second temps, si le site ciblé présente un réel intérêt, on va effectuer des carottages, des sondages en profondeur pour avoir une idée de la géométrie en 3 dimensions des zones minéralisées. L'ensemble de ces données va permettre d'établir une cartographie en 3 dimensions de la minéralisation et va permettre d'établir non seulement la géométrie, mais également d'avoir une carte des teneurs en métaux. Donc, une fois que cette connaissance est établie, la cartographie 3D de la minéralisation, on va ensuite procéder à une étude de faisabilité pour, d'une part, déterminer si le projet minier peut être rentable en fonction de la teneur en minerais, des réserves, des procédés d'extraction et des procédés métallurgiques, et pour obtenir évidemment les autorisations d'exploitation. Une fois les autorisations obtenues, on va pouvoir passer à la construction proprement dite du site minier et on aura une mine qui va voir le jour. Alors, il est important à ce stade de préciser que parmi toutes les zones explorées, seule une toute petite minorité fera l'objet d'une exploitation minière. À peu près un projet sur 200 va aboutir à une étude de faisabilité et seulement un projet sur 2 qui a atteint le stade de l'étude de faisabilité sera autorisé, ce qui fait à peu près une mine pour 400 cibles explorées en moyenne. Donc, une fois que le projet a été accepté, on va passer à la phase d'exploitation proprement dite et d'extraction qui va s'étendre sur plusieurs dizaines d'années en fonction des réserves et de la nature des minerais. Alors, on distingue de manière générale 2 grands types d'exploitation. Les exploitations à ciel ouvert, comme les photos qui sont représentées ici, qu'on va utiliser principalement dans 2 cas, soit dans le cas de couches géologiques, enfin de minéralisation sous forme de couches géologiques peu pentées et très étendues, comme c'est le cas par exemple pour les mines de phosphate, on voit sur les photos de gauche ici. Et on utilise également des mines à ciel ouvert quand on a une minéralisation qui est en fait disséminée dans la roche et non sous la forme de filons, comme c'est le cas pour les gisements géants de cuivre qu'on appelle les porphyres cuprifères. Donc, par exemple, ici, la mine de Chuquicamata au Chili, qui est la plus grande mine à ciel ouvert du monde, qui fait ce qu'on appelle l'open pit, le trou, si vous voulez, fait en surface plusieurs kilomètres de diamètre et plus d'1 kilomètre de profondeur.
Quand on a une minéralisation qui est plutôt filonienne et qui va être concentrée du coup dans une zone pas trop large, on va plutôt procéder à des exploitations en mode souterrain. Donc, par exemple, ici, des exemples de la mine d'or de La Ronde au Québec, où on a une mine qui descend à plus de 2 km de profondeur et qui est une mine moderne. Alors, vous voyez les camions qui circulent dans la mine pour aller récupérer le minerai. À côté de ça, il y a évidemment des mines beaucoup plus petites en taille, pas artisanales, mais beaucoup plus réduites, où on n'est pas forcément autant automatisé, comme par exemple ici la mine de Tirza au Maroc sur les photos de droite. Alors, une fois que le minerai a été extrait, eh bien, il va falloir récupérer le métal d'intérêt. Donc, pour ça, ça va passer par toute une série en fait, de traitements du minerai, à commencer par de la minéralurgie, dont l'objectif va être de broyer de plus en plus finement les roches, de manière à séparer on va dire, les éléments déjà un peu plus lourds que des éléments légers, et ensuite d'enrichir les parties métallisées par des systèmes, par exemple, de flottation, où on va mélanger donc les particules fines avec des adjuvants pour créer une écume riche, par exemple, en plomb ou en zinc, qu'on va récupérer, décanter, sécher pour obtenir du concentré. Donc, une fois qu'on a ce concentré, on va ensuite traiter de manière métallurgique le minerai, soit par pyrométallurgie, c'est-à-dire qu'on va griller le minerai, le faire fondre pour récupérer uniquement le métal et former des lingots, comme par exemple ici à droite des lingots d'argent, ou bien avoir un procédé plutôt d'hydrométallurgie, par exemple de la cyanuration, où on va utiliser du cyanure pour détruire en fait les éléments qu'on ne veut pas garder, et avoir ensuite une électrométallurgie qui va permettre de récupérer les métaux d'intérêt, par exemple l'or, l'argent ou encore le cuivre. Donc à toutes ces étapes, que ça soit pendant la phase d'exploitation de la mine, pendant le traitement du minerai et la métallurgie, on va se retrouver avec des déchets sous forme de roches, sous forme de particules fines, de fumée ou encore d'eau et de produits chimiques traités qui vont constituer en fait les déchets de la mine et de la métallurgie. Alors, ces déchets, et toute cette étape, ces différentes étapes que je viens de vous décrire, vont avoir des impacts évidemment sur l'environnement et également sur la société, sur leur territoire, ce qu'on va essayer de décrire rapidement dans les minutes qui nous restent. On est vraiment à la bourre. Alors, en ce qui concerne les impacts environnementaux, ces impacts environnementaux vont être de différents types. Je te laisse passer à la diapo suivante, Marie. En fait, les impacts environnementaux des mines vont être très importants, les mines étant parmi les activités qui impactent le plus l'environnement. Sur la diapo suivante, à moins qu'elle ne soit pas encore venue chez moi, vous allez voir que la mine contribue à notamment détruire les habitats. Non, c'était la précédente. Il y a un retard chez moi, je suis désolée. Donc, les mines contribuent à détruire les habitats puisqu'elles ont une implantation géographique assez vaste, mais également, elles peuvent contribuer à tout un tas de nuisances, notamment sonores et liées au trafic routier, que ça soit pour récupérer le minerai, pour renvoyer le minerai ensuite vers les ports et d'autres destinations, que ça soit lié aux explosions. Elles peuvent être source de poussière, notamment dans les pays désertiques et semi-désertiques. Il peut y avoir des risques gravitaires liés à des affaissements ou à des effondrements lorsqu'on a des galeries souterraines qui sont situées trop proches de la surface. Et par rapport à ce que je vous ai dit dans les diapos précédentes, on va avoir également un certain nombre de déchets miniers qui vont en fait impacter l'environnement. Et sur la diapo suivante.
Donc, parmi les sources de contamination, par les déchets miniers, l'altération des déchets miniers et métallurgiques vont en fait contribuer à transférer les métaux dans l'atmosphère, les sols, les eaux, voire les sédiments des lacs et des rivières, où ils vont pouvoir être accumulés et éventuellement intégrer les réseaux trophiques. Alors, juste, je vais passer rapidement, quelques exemples ici de retombées atmosphériques liées aux pluies acides, par exemple à proximité d'une usine de traitement du minerai en Abitibi au Québec, où on voit que la végétation a été détruite. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des filtres à particules sur les hauts fourneaux. Le lessivage des déchets miniers par les eaux de surface qui peuvent amener à des contaminations des eaux, voire à ce qu'on appelle du drainage minier acide, avec des eaux qui peuvent avoir des pH des fois autour de 2, donc une forte contamination des eaux. Des risques de rupture de barrages de déchets miniers, dont le plus important était celui qui a eu lieu en 2015 au Brésil, où on a des ruptures donc, de déchets de mines de fer qui ont une rupture de barrage et où on a 43 millions de tonnes de déchets miniers qui ont été déversés dans les vallées, dans les rivières, contaminant et détruisant parfois sur le passage quelques habitations, bien évidemment, et contaminant les eaux et l'environnement jusqu'à la mer située à plus de 700 km. On constate également que ces effets dans l'environnement ont lieu évidemment pendant l'exploitation minière, mais également longtemps après. Ici, vous avez des travaux qui vous montrent la teneur en plomb dans des sédiments de rivières alpines, plusieurs centaines d'années après l'exploitation minière, et on observe qu'on a toujours des anomalies, donc qui traduisent une contamination toujours présente, voire des sédiments en bas de mauvaise qualité qui sont représentés en rouge et qui montrent qu'il y a potentiellement un risque sur les écosystèmes aquatiques. La photo de droite vous montre des travaux en cours sur un ancien site minier alpin où on a prélevé des échantillons de sol et vous voyez ici une cartographie des teneurs en sol, des teneurs en plomb dans les sols de surface avec un gradient de couleur qui vous montre des teneurs très importantes en rouge à proximité du site métallurgique et des déchets miniers qui sont représentés en gris et qui montrent que les métaux restent dans l'environnement plusieurs siècles après l'arrêt des exploitations. Des travaux réalisés toujours sur ces écosystèmes affectés par des anciennes exploitations minières montrent que les métaux préservés dans les sols et dans les sédiments continuent plusieurs siècles après à intégrer en fait le réseau trophique puisque les mousses qui vivent dans les rivières où on a beaucoup de métaux vont également contenir beaucoup de métaux, de même que les souris, les petites souris, les petits rongeurs terrestres vont également accumuler certains métaux comme le plomb et le cadmium qui sont toujours présents dans les sols. Donc on voit cet effet sur les écosystèmes, non seulement pendant l'exploitation de la mine et peu après, mais également sur le temps long. Marie, je te repasse la parole pour parler des mines et sociétés. Est-ce qu'elle est là, Marie? Merci. Je vous prie de m'excuser pour la déconnexion intempestive. Mon réseau n'est pas des meilleurs. Par contre, je ne vois pas ma diapo, Magali. Ah, voilà. Du coup, les activités minières et ces acteurs s'inscrivent ainsi sur des territoires, dans des territoires et vont tisser des relations avec des sociétés qui habitent ces territoires. Donc, la création d'emplois, ça correspond aussi à un des impacts positifs que peut avoir la mine et la création de richesses. Mais cette richesse est assez souvent exportée. Donc, il y a assez souvent, c'est peu de retombées locales en général. Tu peux passer sur la diapo suivante? Ouais. Alors, attends, j'essaye.
Ça patine. Voilà. C'est bon. Du coup, j'ai pas la diapo suivante. Tu peux parler, elle est apparue chez les autres que chez toi. Oh bah, il fallait bien que ça arrive, une présentation Zoom sans bug, c'est pas drôle. Je la vois pas, c'est pas grave, je vais faire sans, si vous la voyez. Donc sur cette diapo que je vois pas, on voit donc les impacts économiques en termes d'emploi, avec la création d'emplois directs à l'intérieur de la mine qui sont assez peu nombreux, et puis les emplois indirects, c'est le graphique d'en bas, qui recouvre quand même beaucoup plus d'employabilité avec tous les services rendus à la mine, pour la construction de la mine, pour la cantine par exemple, pour les blanchisseries, etc. Du coup, tu peux passer à la diapo suivante. Ce qu'on voit souvent apparaître dans les relations entre mines et société, ce sont des relations assez ambiguës et conflictuelles. Ambiguës puisqu'on a un sentiment persistant chez les populations locales, mais aussi bien chez les professionnels du développement, que l'exploitation minière pourrait peut-être apporter plus, et conflictuelle parce que l'exploitation minière a souvent des effets sociaux et environnementaux assez négatifs. Alors, il y a beaucoup de théories, je vous en ai sélectionné, de la malédiction des ressources, ou alors la théorie de paradox of plenty, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mais que finalement, et c'est ce qui est représenté à droite, en termes de développement, on voit assez peu de résultats. Puisqu'on a, avec l'installation de mines, même de mines très importantes, des croissances qui sont assez médiocres, des niveaux de consommation et d'investissement qui sont présents pendant les périodes de prospérité, mais qui ne sont pas maintenus après ou lors des périodes de récession. Ça freine surtout la croissance de secteurs secondaires qui sont non liés aux minéraux. On a une structure économique qui est souvent dominée par des économies d'enclave. Et puis, on a aussi un espèce de cercle vicieux qui se met en place, puisque souvent la mine entraîne un changement une évolution dans les cadres institutionnels qui vont favoriser la concentration, l'investissement dans le secteur minier. Tu peux passer à la suivante, Magali, s'il te plaît. Du coup, on a aussi le développement dans toutes ces théories d'exemples qui montrent que la corruption et la mauvaise gouvernance de ces mines peuvent mener à des conflits armés, ou alors les dividendes, la rente, vont permettre de développer des activités illicites. Alors ici, vous avez la carte de l'Afrique, par exemple. En rouge, vous avez l'impact sur les territoires du terrorisme, donc avec des luttes pour capter la rente minière. Donc vous voyez, avec un total mis en rapport avec le total d'exportation de minerais. Et puis, vous allez aussi avoir la mise en place de luttes socio-environnementales. Donc, c'est le niveau en dessous, mais avec des protestations au sein de la société civile sur le non-accord entre ce qui est prévu à une instance généralement nationale et puis le territoire qui va vivre avec la mine. Tu peux passer à la suivante. Donc, dans ces territoires, on va pouvoir distinguer différents territoires. On en a parlé un petit peu avant. On a les anciens territoires miniers, donc ceux qui ont une longue histoire minière et dans laquelle l'activité minière est souvent acceptée. Alors, ces anciens territoires miniers, ils peuvent être soit encore en activité, soit avoir des mines à l'arrêt. Dans les territoires où vous avez une activité qui se poursuit, on va souvent voir des conflits socio-économiques qui vont se mettre en place, avec surtout des conflits autour de la diminution de la main-d'œuvre, des conditions de travail, du niveau des salaires, de la distribution de la rente. On est en train de perdre Marie. On l'a de nouveau perdue, donc je vais essayer d'improviser à sa place. On ne va pas y arriver. Ah, si c'est bon, tu es là. Coupe ta caméra, Marie.
Coupe ta caméra, bon, ça marchera peut-être mieux. Et puis, on va aussi lire sur ces territoires. Pardon, je ne t'entends pas, Magali. Coupe ta caméra. Tu m'entends, Magali, ou pas? Oui. Je t'ai écrit. Bon, moi, je continue pour le coup. Ouais, vas-y, continue. Tu m'écris? Ouais, je continue. On ne t'entend plus. Alors, je m'excuse vraiment pour ces désagréments. Donc, Marie disait que sur les territoires donc, où il y avait une longue histoire minière et une forte identité minière, les conflits sont surtout d'ordre socio-économique, puisque la mine est souvent bien acceptée, mais que les retombées économiques ne reviennent pas nécessairement sur le territoire. Et en ce qui concerne la typologie des conflits socio-environnementaux, ce n'est pas la mine en tant que telle qui est remise en cause, mais c'est plutôt le mode de production qui va être remis en cause. Alors, sur d'autres types de territoires, donc sur des territoires miniers qui sont plutôt nouveaux, où la mine est en développement depuis seulement quelques dizaines d'années, là, on va avoir essentiellement des conflits liés à des enjeux socio-environnementaux, où les questions environnementales sont très, très, très fortes et très prégnantes. Et c'est notamment le cas où on va avoir des fois des conflits où, en fait, il peut y avoir une externalisation des conflits, c'est-à-dire que ça peut être les gens d'autres pays qui vont être contre le développement d'un projet minier dans tel ou tel conflit. Les conflits environnementaux peuvent être liés également à une méconnaissance de la valeur attribuée au territoire, notamment par les populations autochtones. Donc là, on est dans un cadre un petit peu différent des cadres précédents. Je peux reprendre la main, Magali, je peux reparler si tu veux. J'ai un peu improvisé. Mais c'est très bien. Du coup, en fait, on se rend compte que ces conflits, notamment autour des populations autochtones qui n'ont pas du tout les mêmes ontologies que les nôtres, ne sont pas des cas isolés. Là, je vous ai mis une carte des conflits miniers, donc c'est uniquement les conflits miniers, en Amérique latine, avec comme conséquence aussi une mondialisation de cette conflictualité et une mise en commun des expériences et des luttes et des revendications, notamment à travers la mise en place de ces observatoires de conflits miniers où on va partager des expériences, notamment des expériences juridiques pour aider les autres communautés à savoir réagir à l'arrivée d'une grande transnationale qu'on ne voudrait pas chez nous. Donc, en Amérique latine et un petit peu partout dans le monde, l'Amérique latine, c'est quand même un très, très bon exemple. On passe en fait, on change de paradigme. On est passé de l'exploitation de la ressource et de l'exploitation des populations à ce qu'on appelle une accumulation par dépossession, avec aussi la création de nouveaux mouvements qui s'opposent à ce que les latino-américains appellent l'extractivisme, ou le néo-extractivisme, cette exploitation industrielle de la nature à destination d'autres territoires, avec un changement dans les échelles de protestation et ce que disait Magali tout à l'heure, une externalisation des conflits. C'est-à-dire que là, vous avez sur la photo, les 3 premières photos en haut à droite, vous avez des photos qui sont produites par généralement des ONG, que ce soit des ONG de défense des droits de l'homme, de l'environnement, etc., et qui vont pousser à la contestation, pas forcément sur les territoires d'exploitation, avec notamment le jour de protestation contre la grande entreprise Barrick qui a lieu dans tous les endroits, aussi bien sur le territoire d'exploitation que les territoires de transformation, que dans les sièges sociaux, etc. Vous avez aussi des modes opératoires de contestation qui se mettent en place, avec notamment des peintures murales, donc une espèce de... Enfin, on va utiliser l'art pour protester, et puis des phénomènes de blocage, avec des blocages de manière assez simple, de l'accès aux exploitations qui sont relativement efficaces.
quelques exemples quand même de conciliation parce qu'on a certaines ressources, et notamment c'est le cas dans le lithium, qui vont générer un pseudo-consensus autour d'un certain nombre de négociations qui portent un imaginaire vert, puisque on va le vendre comme quelque chose au service de la transition qui en soi est un élément positif. Alors pour le lithium, il y a quelques contestations, mais elles ne sont pas aussi virulentes que les contestations pour les exploitations aurifères et argentifères en Amérique latine ou même cuprifères, puisque on va penser la réappropriation de la ressource. Les populations locales, en fait, ont compris, ont les clés de négociation. Et un de ces exemples, c'est la négociation des communautés du désert d'Atacama, de San Pedro de Atacama. Il y a 60 communautés qui ont négocié avec un des plus gros producteurs de lithium, Albemarle, qui est américaine, pour avoir participé aux bénéfices de l'entreprise. Donc, on a un versement, un pourcentage direct des bénéfices de l'exploitation qui est reversé aux communautés. Ce qui pose d'autres questions, mais pour le coup, c'est assez consensuel autour des communautés locales. Et du coup, je te repasse la parole, Magali. Très bien. Alors, on va essayer de conclure, d'arriver rapidement sur la fin en ouvrant un peu des perspectives. D'après, on a vu ce schéma des mines actuelles, des exploitations minières. Donc, la question, ça va être comment aller vers des mines un peu plus durables. Alors, par durable, on peut entendre deux choses. On peut entendre d'une part la durabilité des ressources minérales, donc comment faire en sorte d'avoir des ressources encore pour longtemps, et d'avoir également des ressources qui vont être moins impactantes sur le territoire. Alors, on entend souvent parler dans les médias de la fin des ressources, par exemple en cuivre, comme la diapo qu'a montré Marie tout à l'heure. Et le fait est que quand on compare le temps de formation des minéralisations et la durée d'exploitation des mines, eh bien, effectivement, on voit tout de suite que les ressources minérales ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Quand on parle de la durée de vie de la ressource, de quoi on parle en réalité? On parle du ratio entre les réserves, c'est-à-dire le stock qu'on peut extraire, et la production ou la consommation. La figure qui est représentée ici vous montre l'évolution de ce ratio réserve sur production depuis les années 50. Et ce qu'on constate, c'est que pour les différents métaux de base indiqués ici, finalement, depuis une quarantaine d'années, ce ratio évolue assez peu, ce qui signifie globalement que la durée de vie du zinc, ça fait 40 ans qu'elle est de 20 ans. Donc, ça fait 40 ans qu'on dit dans 20 ans, on n'aura plus de zinc ou on n'aura plus de plomb. Or, évidemment, on en a toujours. Donc, contrairement à une idée reçue, la durée de vie des réserves, elle est stable au cours du temps. Et puis, surtout, notre stock, finalement, il ne diminue pas. Alors, pourquoi est-ce que notre stock ne diminue pas? Eh bien, tout simplement parce que grâce au progrès technologique, eh bien, on découvre de nouvelles ressources, de nouveaux stocks assez régulièrement. Alors, à la fois, on découvre de nouveaux gisements, c'est ce qui est indiqué sur la figure en haut à droite, mais également, on est capable d'exploiter des gisements qui ont des teneurs beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est la figure d'en bas. Par ailleurs, les procédés métallurgiques sont plus efficaces, donc on récupère plus de métal qu'avec les procédés anciens. Et bien évidemment, on recycle de plus en plus, donc on a une nouvelle source de métaux. Considérant le recyclage, on constate que le recyclage est important pour les métaux de base. Tous les métaux en bleu sont recyclés à plus de 50% et que dans notre quotidien, eh bien, on voit que finalement, on utilise 75% à peu près de plomb qui est issu du recyclage. Mais à contrario, tous les métaux critiques, notamment toutes les terres rares, le cobalt ou le lithium, qui sont des métaux, donc on l'a vu, qui sont utiles pour la transition, ne sont quasiment pas recyclés. La difficulté vient pour les produits high-tech du nombre de métaux qui est impliqué dans les produits et de leur faible quantité. Ces deux figures vous représentent en fait la proportion de métaux dans un ordinateur portable.
Et la figure en fait de droite représente uniquement l'ensemble des métaux qui représentent 0,19% en masse de l'ordinateur. Donc, on a ce problème pour séparer des métaux qui sont mélangés entre eux et en faible quantité. Donc, je vous invite à lire, je n'ai pas mis la référence là, le rapport des Nations Unies de 2013 sur le recyclage qui est très complet là-dessus. Enfin, par durabilité, on entend évidemment une limitation des impacts socio-environnementaux des exploitations minières et l'enjeu est réellement là et ça veut dire également favoriser le développement territorial à long terme. Pour ça, et à travers les exemples que vous a présentés Marie, ça veut dire qu'il faut avoir des gouvernances fortes pour mettre en place et faire face aux enjeux socio-environnementaux. Ça veut dire réellement anticiper et limiter les problématiques d'héritage environnemental minier, d'avoir un meilleur suivi et une meilleure gestion des différents déchets. Ça veut dire également mieux intégrer les populations locales dans les projets miniers en faisant en sorte que les projets miniers aient de réelles retombées sur les territoires. Donc, ça veut dire que ces différents projets miniers doivent réellement s'intégrer dans un projet territorial à long terme. On voit que cela est possible, notamment à travers les exploitations nouvelles qui s'ouvrent, que ce soit en Irlande ou au Canada. Évidemment, ce n'est pas le cas encore partout, mais il faut aller dans cette direction-là. En effet, il ne faut pas seulement raisonner sur le temps d'exploitation de la mine, mais également intégrer la mine dans un développement également après l'exploitation. Quel va être le projet de développement après la mine? On voit qu'il y a plein de projets différents qui existent. Dans certains territoires, c'est réouvrir une nouvelle mine. Dans d'autres, ça va être réexploiter les déchets miniers. Mais il peut y avoir d'autres types de projets, comme par exemple la valorisation de l'héritage minier grâce à une patrimonialisation à travers des musées, des visites souterraines, par exemple. Mais il peut y avoir d'autres types d'activités, qu'elles soient récréatives ou qu'elles soient industrielles, qui peuvent se mettre en place sur les sites miniers. Par exemple, les sites miniers qui auront été évidemment réhabilités. Par exemple, ici, vous voyez une mine à ciel ouvert en Finlande qui a été comblée pour former un lac où on peut aller faire de la plongée, voire même aller plonger dans les galeries souterraines. Et ça peut être, par exemple, des champignonnières qui sont mises en place dans les galeries souterraines. Ça peut être, il y a une énorme variété en fait de potentialités de réutilisation de ces territoires miniers. Donc, l'important, c'est de ne pas les laisser à l'abandon, comme ça a été le cas par le passé et comme ça l'est encore un petit peu. Enfin, pour terminer, je voudrais parler des nouveaux types de gisements sur d'autres types d'exploitations que les exploitations connues, comme par exemple le phytomining ou l'agromining, où il s'agit d'utiliser des plantes hyper accumulatrices en métaux pour à la fois récupérer les métaux qui sont contenus dans les sols, donc ça contribue à décontaminer les sols, mais également par des nouvelles techniques d'extraction des métaux, on est à même en fait de récupérer, par exemple ici, du nickel à partir de différents types de plantes hyper accumulatrices pour avoir finalement une nouvelle économie extractive basée sur non plus l'exploitation des roches elles-mêmes, mais des plantes qui poussent sur les sols riches en métaux. Donc, en plus de l'activité extractive, il y a une activité agricole qui est maintenue, voire même, dans certains cas, on pourrait produire de l'énergie à partir des résidus de plantes lorsque, par exemple, on les brûle pour chauffer, par exemple, des bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pionnier, qui est en plein développement et qui commence à être mis en place, notamment sur les gisements de nickel. Alors, réellement, pour conclure, je m'excuse, on a été vraiment très longue. Quelques messages à retenir. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'on continue à avoir des besoins en métaux qui font qu'on va avoir, on va nécessairement avoir besoin
d'extraire encore ces métaux, que la transition, et notamment la transition énergétique, ne résout pas du tout la demande en ressources minérales, mais au contraire, elle l'amplifie et elle la diversifie, et qu'à l'heure actuelle, le recyclage n'est pas suffisant, loin de là, pour subvenir aux besoins, notamment en ce qui concerne les métaux rares et les métaux critiques. Donc, de manière globale, les activités extractives demeurent indispensables actuellement pour subvenir aux besoins, mais ça veut dire qu'il faut changer notre manière d'exploiter et de faire des projets miniers en intégrant les différentes problématiques socio-environnementales dès le départ, ce qui suggère d'avoir une très forte gouvernance dans ces territoires miniers. Bien évidemment, le mot de la fin, ne pas oublier que malgré tout, le meilleur gisement de matières premières reste celui que l'on ne consomme pas, ce qui veut dire essayer de diminuer les besoins, d'aller vers une sobriété de la consommation et non vers de la consommation de masse, faire en sorte d'augmenter la durée de vie des objets et de favoriser, avant le recyclage, surtout leur réutilisation et leur réparation, et également, bien évidemment, augmenter la recyclabilité des produits. C'est vraiment le mot de la fin. Je vous remercie pour votre patience malgré tous nos désagréments. On est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, Monsieur Ray, oui. Oui, je suis là. Vous manifestez simplement votre enthousiasme. Alors, je crois qu'au nom de tout le monde, on va vraiment vous remercier pour cette conférence extrêmement intéressante et inédite aussi dans ses contre-vérités, notamment quant aux énergies renouvelables et la consommation en matières premières. Ça, c'est vraiment, je pense, une donnée extrêmement importante que vous avez amenée dans votre conférence.